Bienvenue à ce premier webinaire organisé par Courtensia post-agrément qui a été obtenu, comme vous le savez, par la CPR le 8 décembre. Alors, c'est une passion, hein, l'accompagnement des intermédiaires en ce qui me concerne. Rapidement, Courtensia, ben, vous l'avez à les yeux, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est le courtage ensemble à destination des intermédiaires pour vous accompagner, pour être un réel partenaire. On va y revenir tout à l'heure. Agréé le 8 décembre 2023, c'est une idée qui n'était pas venue à mon esprit rapidement, mais il y a beaucoup d'intermédiaires suite à mon départ de la FIB, départ forcé de la FIB, qui m'ont poussé à créer cette association, qui a été créée donc le 17 février 2023. Il y a eu 8 ou 9 mois de tractation avec l'ACPR pour obtenir le sésame au mois de décembre. Je suis évidemment pas tout seul, hein. Je suis suivi par des grands noms de l'intermédiation en banque et en assurance qui m'ont fait l'amitié de m'accompagner dans la création de ce projet pharaonique d'une nouvelle association professionnelle. Rapidement, pour ce qui me concerne, bah, j'ai été courtier pendant 20 ans, je suis membre du CCSF, le comité consultatif du secteur financier, et membre de la commission d'immatriculation de l'ORIAS depuis 2014. Commission d'immatriculation, la dernière a eu lieu ce matin, où on étudie les cas un petit peu litigieux, on fait le point sur les adhésions, les suppressions de catégories, les radiations, etc. Pas mal de boulot. Alors, si... là, j'essaie de passer à la suivante. Les valeurs de Courtensia, et ce ne sont pas que des valeurs qu'on met en l'air pour faire plaisir à tout le monde, hein, c'est réellement notre quotidien. Donc, partager nos valeurs, les valeurs des compétences, les valeurs et les compétences des fondateurs, pardon, accompagner, hein, c'est une des missions confiées par la CPR, accompagner les adhérents de l'inscription à l'ORIAS jusqu'à l'exercice de l'activité, notamment au regard des formations, et sécuriser votre activité, là encore, vous permet d'exercer dans le cadre réglementaire en vous donnant accès aux informations, aux évolutions de la réglementation vis-à-vis de l'ORIAS, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos partenaires, vous permet d'exercer correctement l'activité. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir la satisfaction de ses clients, mais il faut également respecter le cadre réglementaire, notamment sur les formations, et ça, c'est un sujet, mais également les RC Pro, on va y venir. On répond extrêmement rapidement aux demandes de nos adhérents, hein. La plupart des questions qui sont posées sont répondues en temps réel par le secrétariat ou par moi-même. Et puis, Courtensia, c'est une association professionnelle, donc elle est là pour défendre les intérêts de l'ensemble de ses adhérents, notamment auprès des pouvoirs publics, des institutionnels, la Fédération bancaire, la CPR, la Direction générale du Trésor, etc. Alors, deux mots sur les missions confiées par la CPR dans le cadre des décrets très rapidement. Donc, vérification des conditions d'accès et d'exercice de l'activité. On doit vérifier que vous avez bien, pour vous inscrire à l'ORIAS, la capacité pénale, la capacité initiale, donc ancienneté, formation, diplôme, etc. On doit vérifier vos RC Pro. Alors, une petite parenthèse sur les RC Pro, parce que j'ai été extrêmement surpris dans le cadre d'adhésion des adhérents depuis le mois de décembre, de voir que beaucoup de RC Pro ne correspondent pas au cadre réglementaire, avec notamment des montants de couverture minimum par sinistre et par année d'ancienneté. Donc, je vous invite à vérifier vos RC Pro. Je vous rappelle, c'est bien 500 000 et 800 000 de couverture minimum pour les intermédiaires en opération de banque et 1,5 million à 2 millions pour les intermédiaires en assurance. Vérifiez vos RC, il y a pas mal de mutuelles qui vous délivrent des contrats qui ne sont pas du tout adaptés et il va falloir donc se pencher là-dessus. Service médiation, tous nos adhérents bénéficient de l'accord cadre qu'on a passé avec notre partenaire, l'IEAM, pour la médiation. Vous devez également le mettre dans vos mentions légales, donc votre service réclamation, en général c'est vous ou quelqu'un de votre société si vous êtes une grosse structure, et le service médiation, le pavé que vous avez à disposition sur le site Internet, vous permet donc de le mettre dans les mentions légales.
On doit également vous informer des difficultés éventuelles qu'on peut rencontrer, sur que vos confrères rencontrent sur le marché, que ce soit sur l'assurance ou sur le crédit. Et puis, les choses qui fâchent un petit peu, mais enfin, il y a des commissions de discipline. Nous en avons deux chez Courtantia, une pour l'activité banque et une pour l'activité assurance, ben, pour les adhérents qui seraient réfractaires, qui ne voudraient pas respecter le cadre réglementaire. Et ces commissions de discipline peuvent aller jusqu'à prononcer la radiation d'un adhérent. Qui dit radiation dit perte de la faculté d'exercer son activité. Donc ça allait un petit peu loin, mais je ne souhaite pas du tout qu'on en arrive là, puisqu'on travaille entre bonne intelligence. Maintenant, on peut se retirer d'une association, hein, vous les avez en dessous, sur la demande de l'adhérent, en cas de non-exercice de l'activité de crédit ou de l'activité d'assurance. Alors, Courtantia peut se positionner comme un partenaire. Donc là encore, ce n'est pas un vain mot. Partenaire pour vous donner de l'information, notamment réglementaire. Et j'ai coutume de prendre comme exemple un conducteur qui est sur la route, qui roule peut-être un petit peu vite. Il y a deux manières de se faire flasher, si je puis dire. Donc, soit vous attendez de passer devant le radar et c'est de la répression. Donc là, on pourrait comparer ça à un contrôle ACPR qui viendrait vous infliger une amende, voire une interdiction d'exercice. Courtantia se présente en amont comme un peu Coyote ou Waze pour ceux qui les utilisent, pour vous prévenir, vous aider à respecter la réglementation avant d'en arriver aux sanctions de la CPR. Et dans le cadre de cet accompagnement, dans le cadre de ce partenariat, comme vous avez des partenaires en assurance, vous avez des partenaires en banque, vous avez également un partenaire associatif, c'est Courtantia. Vous avez sous les yeux les webinaires qui sont prévus jusqu'au 5 juillet, des sujets assez vastes. Certains concernent directement votre activité, hein, comme le devoir de conseil en assurance ou en crédit, les obligations envers vos clients, et puis des sujets un peu plus d'intérêt général, comme aujourd'hui avec Patrick Sénicourt qui va prendre la parole dans un instant. Euh, et puis sur les crypto-actifs, très sympa, la PDG de l'ADAN, l'Association de défense des actifs numériques, du développement des actifs numériques, nous Hein? fait l'amitié de partager une heure avec nous, savoir ce que c'est que la blockchain, l'Ethereum, tout ça, c'est un peu du chinois pour moi, mais ça peut être intéressant. Non, mais Et j'ai puis du loupé la développement caméra. professionnel, open banking, etc. Vous avez la liste sous les yeux. Les liens vous seront adressés par mail ou en tout cas, évidemment, sur LinkedIn. Alors, rapidement pour terminer, rejoindre Courtantia, c'est quoi? Bah, ce serait déjà me faire plaisir pour nous accompagner et nous permettre de vous accompagner, d'être au plus proche de vous. Euh, J'entends ça comme vraiment un partenariat. Hein. C'est pas une obligation d'adhésion, de se faire contrôler, de se faire vérifier et de payer une cotisation. C'est vraiment être à vos côtés pour vous permettre le développement de votre activité en toute sécurité. On a parlé des mentions légales, de l'affichage sur votre vitrine, sur votre site Internet. Vous n'imaginez pas le nombre de sites Internet qui ont encore, par exemple, comme adresse de la CPR, la rue Taitbout, alors que ça fait 5 ans qu'ils sont place de Budapest, ou des gens sur leur site Internet qui mettent que leur médiateur, c'est la CPR. C'est assez hérissant, mais c'est du quotidien pour nous, donc on vous accompagne pour exercer tranquillement. Tout ce qui est apport informatif, évidemment, vous les avez sur la bibliothèque de Courtantia pour les adhérents. Et puis, participer aux événements. J'espère être en mesure d'organiser une convention, j'espère, à l'automne pour qu'on puisse se retrouver. Et puis, évidemment, ces webinaires. Voilà, donc dès maintenant, tout chez Courtantia, c'est le mot d'ordre. Vous avez possibilité de nous suivre sur LinkedIn. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur LinkedIn. La dernière que j'ai mise, c'est pour les IOBSP. Vous savez, cette obligation, puisque la clause du grand-père n'existe plus depuis mars 2019, de faire 40 heures de formation si vous voulez inscrire une deuxième structure ou simplement rajouter une catégorie d'inscription. Je suis intervenu, je vous disais que je suis membre de la commission des matriculations de l'ORIAS, donc encore ce matin, j'ai relancé l'ORIAS et la commissaire du gouvernement, la direction générale du Trésor, pour réouvrir ce chantier et supprimer cette absurdité de faire 40 heures pour quelqu'un qui a 10, 15 ou 20 ans d'ancienneté. C'est absolument ridicule. Donc le chantier est sur la table. Voilà ce que c'est que le partenariat, défendre les intérêts de la profession, vous accompagner.
Des avis Google, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous avez mon mail, le mail du secrétariat avec nos numéros de téléphone. Si vous voulez nous joindre, ce sera avec grand plaisir. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. 10 minutes, c'est parfait. Place maintenant au cœur du sujet de ce webinaire. Je passe la parole à Patrick Sénicourt qui va se présenter et nous parler un petit peu de tout cet imbroglio des cotations BDF, des notations, comment on peut améliorer son profil, un peu comme un Photoshop pour votre bilan et votre compte de résultat. Patrick, je vous laisse la Tout à parole fait. et merci d'être avec nous. Très bien. Alors, je vais tenter de partager mon écran, mais je crois, Géraud, qu'il va falloir que vous agissiez pour cela, car Faire ça. Option partage avancé, peut-être. Tu peux partager tous les participants. Alors, essayez ah, voilà, maintenant. c'est bon. Oui, voilà. Ça devrait être bon. Donc, je demande de partager mon écran comme ceci, en plein écran, si possible. Voilà. Est-ce que normalement vous devez voir C'est parfait, Patrick. mon écran? C'est bon? Ok, très bien. Ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, Patrick Sénicourt, président de Nota PME. En quelques mots, j'ai fait toute ma carrière à l'ESCP, stratégie, finance. J'y ai lancé les formations à l'entrepreneuriat très tôt, en 1977, et j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs. Et double formation, management et informatique. Et donc, j'ai toujours modélisé en quelque sorte mes recherches, mes enseignements et mon conseil. Ce qui a donné lieu, je reviendrai sur l'agenda qui est un petit peu différent de celui que vous voyiez tout à l'heure. Mais voilà, enseignant, chercheur, entrepreneur, j'ai lancé ma première société Ordiméga pour développer les logiciels préface de mesure de la performance des entreprises, analyse financière, diagnostic, scoring, évaluation d'entreprise et benchmarking géosectoriel. C'est le point sur lequel je vais insister aujourd'hui. Et nous avons donc préface, ces logiciels sont institutionnels. On a équipé pas loin de la moitié des chambres de commerce en France, des collectivités territoriales, des réseaux d'experts comptables, etc. Et au début des années 2010, j'ai lancé Nota PME, qui est la version SaaS Internet, donc très facilement accessible, qui permet de traiter dossier par dossier, alors que Préface, c'est plutôt une institution en quelque sorte. Et Alerte Mission, pour mémoire, c'est un logiciel destiné aux cabinets d'expertise comptable pour les aider à noter et diagnostiquer l'ensemble de leur portefeuille client, sachant que l'ensemble de ces trois modules bénéficient des mêmes algorithmes, en fait, et donc des mêmes progrès. Voilà. Alors, on est reconnu parce que labellisé par le pôle de compétitivité finance innovation, on a reçu un prix Eureka des meilleurs logiciels pour experts comptables. On est en partenariat avec Infogreffe, je vais y revenir, puisqu'on on accède à l'ensemble des bilans d'Infogreffe et aussi d'autres partenariats, édition Francis Lefebvre. Avec Diane, on est partenaire depuis 25 ans et d'autres acteurs du secteur. Ça, c'est la homepage d'Infogreffe qui permet à tout un chacun de télécharger 4 niveaux de rapport diagnostic et de notation en fonction du besoin. Et ceci est une démarche presse-bouton, en quelque sorte, qui est automatique, à condition, et c'est une dualité que vous connaissez sans doute, bien évidemment, que les comptes soient déposés par l'entreprise et qu'il n'y ait pas de demande de confidentialité, auquel cas les rapports seront complets. S'il y a confidentialité, nous accédons aux comptes confidentiels, nous sommes habilités à les traiter et nous pouvons délivrer la note et les diagnostics eux-mêmes, mais sans afficher les valeurs elles-mêmes, puisqu'elles sont par définition confidentielles.
Si ces comptes ne sont pas accessibles via la plateforme d'Infogreffe ou d'autres plateformes d'ailleurs, dans ce cas-là, Ah bon? Ah euh, bon, franchement, nos, pas tout. notre service, pardon, là j'étais un petit peu perturbé par quelqu'un, je crois que c'est Delphine qui pourrait peut-être fermer C'est à midi et euh, demi? son micro. Donc, si les comptes ne sont pas accessibles dans les bases, à ce moment-là, notre service en ligne Nota PME permet de les charger de diverses manières, y compris manuellement, pour pouvoir traiter les dossiers, les noter, etc. Voilà. Alors, en introduction sur le fond, en quelque sorte, puisque nous allons parler de notation et de diagnostic, en fait, vous avez là sous les yeux la statistique que j'ai un petit peu travaillée des défauts de bilan. Et bon, les problèmes de financement sont bien sûr intimement liés qui montre que sur longue période, donc entre 2003, là, je crois, Non. et 2019, le niveau de défaut de bilan a évolué entre 45 et 65 000 Ah oui, annuellement. Euh, Pendant le Covid, pendant la pandémie, il y a eu une chute importante du nombre de défauts effectivement, du fait du quoi qu'il en coûte et du PGE, de l'accompagnement URSSAF, pour dire très simplement et rapidement. Et donc, un certain nombre de zombies ont pu être accompagnés et maintenus à flot. Et en 2023, on se retrouve avec, d'une part, donc courant 2023, environ 54 000 entreprises qui ont déposé leur bilan, donc qui font remonter en quelque sorte l'ordre de grandeur 55 000 dépôts de bilan en 2023. Mais ce que j'anticipe, compte tenu des outils que je vous présenterai dans quelques instants, j'anticipe que environ 50 à 100 000 entreprises TPE, PME, très, très majoritairement évidemment, vont déposer leur bilan dans pratiquement l'année qui vient, l'année, les 2 années qui viennent, parce qu'elles seront dans la capacité de rembourser leur PGE et l'URSSAF jusqu'au bout. Donc, ça va être du credit crunch en quelque sorte. Et donc, j'anticipe 70 000 dépôts de bilan, et je les ai calculés au travers de diverses études, annuellement à fin 2024, courant 2025. Ça va être le rythme approximatif. Donc, il y a un vrai sujet, naturellement, et ce sujet doit être bon, mis en perspective, en quelque sorte, au travers de cette statistique qui montre que avec les systèmes de notation, et là il s'agit de la note de Nota PME, mais j'ai fait des travaux que j'ai publiés dans la revue Banque notamment, qui montrent que on est dans des ordres de grandeur relativement proches avec la cotation Banque de France ou celle d'autres institutions que sont les banques et les assureurs de crédit. La moitié des entreprises en France sont performantes, donc au-delà de 6 sur 10 dans notre notation. 30% ont des fragilités plus ou moins significatives, sont orange, là, selon qu'elles sont orange clair ou orange foncé, proche du rouge, et auquel cas 20% des entreprises sont en difficulté. Et pour celles-là, pratiquement, il est trop tard, et on le démontre. Et donc, on est devant un double enjeu, globalement, hein, un enjeu de prévention des difficultés et un enjeu d'accompagnement du développement des boîtes qui vont bien pour éviter qu'elles glissent dans l'orange, en quelque sorte, et qu'elles puissent correctement se développer. Alors, incidemment, je fais le parallèle avec ce que j'appelle le big data du cabinet d'expertise comptable, en fait, et de manière assez logique, quand on analyse, et ça c'est Alerte Mission qui permet de le faire, des portefeuilles clients de cabinets d'expertise comptable, sans trop de surprise, on retrouve à peu près les mêmes proportions dans chacun des cabinets. Et c'est logique puisque l'ensemble des experts comptables, en approximation, je traite l'ensemble des entreprises françaises.
Voilà. Et donc, ce qui au passage montre que chaque cabinet porte un nombre significatif d'entreprises en grande difficulté. Et moi, ma vision, c'est qu'ils ne font peut-être pas tout à fait ce qu'il faudrait faire pour aider les boîtes justement à éviter de glisser à ces niveaux de problématiques. Voilà. Alors, je vais appuyer ma présentation sur, en fait, on va le voir dans un instant, sur mon laboratoire de recherche-développement qui m'a permis et qui me permet de faire évoluer et d'améliorer, de construire les notes, les diagnostics et les explications de manière extrêmement fiable et expliquée, en fait, hein. Et donc, bon, j'appelle c'est une prestation qui s'appelle Safari, la chasse experte aux cibles hyper qualifiées, qui effectivement est une problématique sans doute que vous rencontrez, qui est d'aller chercher des entreprises. Et là, je vais revenir peut-être sur la première diapo que j'avais préparée. Donc, bénéficier de la notation de l'entreprise pour détecter et qualifier les cibles les plus pertinentes. Parce qu'effectivement, démarcher des entreprises quand on est dans une logique de démarchage, un peu à l'aveugle sur la base de quelques indicateurs à soumettre à Diane, à Cap Financials ou à d'autres sources, Papers, etc., c'est si les critères sont trop peu précis, c'est s'exposer au risque d'approcher une entreprise qui n'a soit pas besoin d'un financement, soit qui ne peut pas être acceptable ou accepté par les organismes financiers, banques ou autres. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est une manière d'anticiper, en quelque sorte, la pertinence de la cible que l'on va approcher et savoir quoi lui proposer. Car d'une entreprise à l'autre, compte tenu de sa structure économique et financière, les besoins peuvent être extrêmement différents et il est bon, bien sûr, de n'approcher que des cibles pertinentes et de savoir quels sont les ordres de grandeur des besoins de l'entreprise. Voilà, là je vais basculer donc dans notre système de développement qui est ici, voilà, c'est en fait le logiciel Préface. Est-ce que tout le monde voit toujours ma souris se promener et ce qu'on appelle l'observatoire du benchmarking géosectoriel? C'est bon, Patrick. C'est bon? Très bien. Merci. Alors, vous n'hésitez pas, bien sûr, à me poser des questions. On est très peu nombreux, donc bon, soit vous les poserez à la fin, mais si certains points vous paraissent sur l'instant un peu particuliers, n'hésitez pas à m'interroger. Bon, sachant que Géraud a lancé, je crois, l'enregistrement, donc vous pourrez revoir mes propos. Je suis là, donc je le disais, c'est mon laboratoire de recherche-développement qui va permettre, dans un premier temps, de sélectionner multicritères. Et je vais prendre un exemple ici que j'ai traité pas plus tard qu'hier avec précisément un de vos collègues ou confrères courtiers qui donc se trouve dans le Tarn-et-Garonne, voilà. Et dans la discussion, donc j'ai ici en fait tous les critères, les codes NAF, les 720 codes NAF naturellement, les codes postaux, les 36 000 codes postaux, et puis un certain nombre d'autres critères, bon, des traditionnels comme la taille en chiffre d'affaires, en total de bilan, les scores, dont le score de préface expert qui est en fait l'ancêtre est la même chose que notre APME, et puis aussi et surtout une centaine d'indicateurs, de ratios, etc., qui permettent de caractériser les entreprises que l'on recherche en termes de rentabilité, d'endettement, de structure de coûts, de trésorerie, naturellement, etc., de délai de règlement client, délai de règlement fournisseur, enfin,
tous les éléments qui permettent de caractériser une entreprise. Alors concrètement, sur le cas d'usage qu'on a traité hier, votre confrère souhaite travailler dans le 82, je crois que ça doit être l'Hérault, quelque chose comme ça. Non, c'est le Tarn-et-Garonne, C'est pardon, le je le disais Tarn-et-Garonne, tout. oui, oui. Ouais, absolument. À côté de chez moi. Donc, ici, il a choisi le CODNAF industriel de menuiserie, en fait, hein, mais on pourrait en ajouter d'autres. Chiffre d'affaires entre 500 000 et 3 millions d'euros, mais ça peut se changer, hein. Il suffit de dire, ben non, ben je veux entre 1 million et 5 millions, hein, tout simplement. Et puis, on a choisi des entreprises qui étaient pas en trop mauvais état, c'est-à-dire avec une note supérieure à 4, c'est-à-dire qu'on entre dans l'orange en fait, hein, et pas en trop bon état non plus. Voilà. Et puis qui ont des tensions de trésorerie, c'est-à-dire dont la trésorerie est inférieure à 10% du total du bilan. Alors il y aura des manières plus fines de raisonner. On pourrait dire, par exemple, je veux des entreprises dont le délai de règlement client est au-delà de 70 jours, par exemple. 60, 70 jours, 90 jours, auquel cas, là, on a une tension importante en matière de factoring, de refinancement du poste client, etc. Au contraire, des entreprises qui tirent énormément sur leurs crédits fournisseurs, donc ce qui dénote le plus souvent des tensions de trésorerie, etc. Voilà. Donc, je ne veux pas rentrer dans la multiplicité des cas. De toute façon, Safari, c'est une prestation qui se fait en interactivité. Et donc, dans le dialogue, on affine complètement cette définition de ce qu'on appelle une requête. Une fois qu'on a fixé cela, je vais lancer, je passe sur des détails qui vont se passer à l'écran, mais on a en haut à droite donc la recherche des entreprises cibles, et là on en a trouvé 71. Donc je valide ceci. Là aussi, je passe sur des étapes intermédiaires qui sont d'utilité seconde. Ici, je vais renommer différemment cette requête, le groupe que j'ai constitué par rapport au précédent. Il est un petit peu plus étroit, mais peu importe. Et donc, je vois apparaître ici ce groupe. Pardon, j'aurais peut-être pas dû cliquer là-dessus. Je suis gêné. Je suis gêné par ces zooms. Alors, comment je peux me libérer de ça? Ah, je suis gêné par Zoom qui me bloque l'accès à... Voilà. Alors là, ça devrait être bon. Voilà. Alors, on a maintenant sous les yeux, en fait, la population de 71 entreprises que l'on va pouvoir examiner, diagnostiquer et caractériser en fait les besoins financiers, et ceci de manière interactive et immédiate. C'est la grande force de ce système, c'est qu'alors que faire une analyse financière d'une entreprise avec les outils traditionnels, j'oppose d'ailleurs la notion de bilan arithmétique d'une part, bilan géométrique d'autre part. Bilan arithmétique, si vous prenez un bilan, les 2 pages de bilan, les 2 pages de compte de résultat, les annexes et les tableaux de ratio, ça prend un certain nombre de dizaines de minutes au mieux, beaucoup plus de temps parfois, pour en tirer du sens et pouvoir faire un diagnostic correct. Et par opposition à cela, je me suis inspiré très tôt de Confucius qui nous dit une image vaut 1000 mots. Moi, je dis une image vaut 1000 chiffres. Et cette image, c'est cette partie-là que je vais vous commenter, qui s'affiche quand on survole chacune de ces entreprises. Je vais rapprocher la fiche d'identité pour s'assurer du type d'activité que l'on a retenu. Alors, d'ailleurs, qui pose un problème, visiblement.
mais vous allez en comprendre la logique de toute façon. Donc, on a ici l'ensemble des entreprises repérées sur l'axe des abscisses, c'est la note. Donc, à droite, on a les pépites, plutôt, en tout cas, les entreprises les moins fragiles, et à gauche, les entreprises en difficulté, en tension, etc. Et bien sûr, en ordonnée, on a le chiffre d'affaires. Et quand je survole une entreprise, je vais essayer d'en prendre une qui soit pédagogique, par exemple celle-ci. Vous voyez, il m'a fallu un instant pour, ne connaissant pas a priori ces entreprises, je ne les ai pas analysées une à une, il m'a fallu un instant pour faire l'analyse de cette entreprise et considérer qu'elle est un bon exemple à vous présenter, en quelque sorte, hein. Donc, ce qui montre la rapidité avec laquelle on peut travailler. Et en fait, euh, pardon, j'ai un souci d'interface ici. Je ne sais pas si c'est dû à Teams ou à Zoom plutôt, mais voilà. Donc, voilà. L'image, une image vaut 1000 mots, comme je le disais il y a un instant. Et ici, on a la représentation, en fait, en interactif, des soldes intermédiaires de gestion à gauche et des bilans à droite. Alors, je parle à des financiers, hein, je pense, donc ce ne sont pas des gros mots. Donc, on voit un chiffre d'affaires de 2,5 millions qui est absorbé par les achats pour dégager la marge sur achat. Toujours en jaune, les services externes pour dégager la valeur ajoutée, moins les charges internes de personnel principalement, et on a un EBE qui n'est pas terrible de 3,5% si vous arrivez à le lire sur vos écrans. Et ensuite, on arrive à un résultat quasi nul de 1,2%. Voilà, donc ça nous donne immédiatement, d'une part, le niveau d'activité, d'autre part, le niveau de rentabilité, et puis également les relations qu'entretient l'entreprise avec son amont des achats et de la sous-traitance, et également les charges internes. Et à droite, c'est le bilan, avec en haut de bilan les fonds propres et les dettes à long moyen terme, striées verticales. Donc, ça permet de voir instantanément le taux d'endettement qui ici est relativement raisonnable et acceptable. À, à l'actif, les immobilisations incorporelles, corporelles et éventuellement financières, mais là, il n'y en a pas. Et voilà, donc le haut de bilan me donne en fait le fonds de roulement qui est ici en jaune, qui est calculé, etc. Donc, qui est assez confortable dans le cas présent. Euh, Ensuite, on voit ici les éléments en rose du besoin en fonds de roulement. Donc, le poids des stocks, le poids de la créance client, ça vous intéressera sans doute, évidemment, en termes de besoin de financement, de refinancement éventuel avec le factoring, avec le nantissement des stocks, etc. Je pense que dans votre communauté, il y a divers appétits, en quelque sorte, sur les offres de financement que vous pouvez proposer. Au passif, on a les dettes fournisseurs et les dettes fiscales et sociales, ce qui permet de voir que en fait, et on peut le présenter sous cette forme-là. Donc ici, on a le besoin en fonds de roulement. Alors non, c'est pas celle-là. Voilà. On a donc un besoin en fonds de roulement, un fonds de roulement, et en bleu foncé, c'est la trésorerie nette, qui n'est pas en bas de bilan comme d'habitude, mais dans l'emboîtement, fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Ce qui donne en fait une bonne idée du niveau de tension de trésorerie, dont on voit bien qu'il est inférieur à 10%, comme je l'ai souhaité dans la sélection. Et surtout, quelle est la cause de la trésorerie? N'oublions jamais que la trésorerie n'est qu'une résultante de tous les autres éléments d'un business model.
de l'exploitation, bien sûr, c'est-à-dire de la rotation des stocks, des délais de règlement client, fournisseurs, etc. Et puis également de la stratégie d'investissement, d'internalisation, externalisation, etc. On voit énormément de choses sur chacune de ces entreprises. Voilà. Et donc, là, je vais vous demander de porter le regard sur cette partie-là qui va bouger en permanence. Si je déroule chacune, si je passe d'une entreprise à l'autre, vous pouvez observer que nous sommes sur des structures extrêmement différentes. Je vais en commenter quelques-unes. Mais en même temps, ce que je vais faire, c'est vous montrer aussi que non seulement on peut obtenir l'image du dernier exercice disponible, mais on peut aussi avoir l'historique de l'entreprise, ce qui est très riche en termes de compréhension de la manière dont a évolué l'entreprise au fil du temps. Je vais me libérer de cette entreprise-là et élargir. Voilà, et revenir ici. Et donc, voilà. On a ici, pour chacune des entreprises, donc j'ai choisi l'horizon 2018-2022, donc qui inclut peu ou prou la période de pandémie, de Covid. Par exemple, pour cette entreprise, on voit qu'elle est en croissance régulière. On voit que, alors je n'ai pas insisté sur le triangle que vous avez sur la droite, qui montre qu'en fait chacune des notes résulte de la confrontation de trois piliers, la rentabilité, la solvabilité et la robustesse. Et donc pour cette entreprise, on voit que en fait elle était verte, on le voit, hein, grâce notamment à la rentabilité qui était croissante et qui ici s'est dégradé. Du coup, on est en train de basculer dans la catégorie des oranges telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Mais on voit aussi pour cette entreprise une chose qui est importante, hein, on est en 2018-2019. Pour cette entreprise, il n'y a pratiquement pas de dette et brutalement, elle est en croissance, certes, mais on voit apparaître une dette financière immédiatement. Et donc, ça suggère très fortement que on est avec un PGE qui vient d'arriver, qui se trouve pas loin de 25% du chiffre d'affaires et cette dette d'ailleurs a un peu tendance à croître. Donc, c'est une information capitale et que l'on voit en surendettement par rapport aux fonds propres, naturellement. Donc, l'accueil que le banquier va pouvoir réserver à cette entreprise peut poser problème. Et surtout, en même temps, on voit que sa rentabilité est quasi nulle. Elle a gagné 27 000 euros. Alors, c'est une TPE, naturellement, dans la dernière année. Et elle a une dette à long moyen terme de 350 000 euros. Donc, cette entreprise fait partie sans doute des quelques 50 à 100 000 entreprises que j'ai identifiées grâce à cet outil, naturellement, qui risquent de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout du remboursement de leur PGE et de leurs autres dettes Covid, en quelque sorte, hein. Voilà, rapidement, vous voyez qu'il suffit de regarder une image vaut 1000 chiffres, de regarder ces graphiques pour comprendre en fait ce que vit l'entreprise. Là, pour celle-ci, elle est relativement stable dans le temps, mais donc elle aussi a récupéré un PGE vraisemblablement qu'elle a réussi partiellement à rembourser, mais toujours avec une rentabilité extrêmement faible. Donc le jeu, en fait, de ce que j'appelle Safari, qui est cette prestation interactive en quelque sorte, consiste à, pour chacune des entreprises que l'on examine, et ça peut s'examiner très très rapidement, de retenir ou de ne pas retenir, d'écarter telle ou telle entreprise compte tenu de certaines caractéristiques que l'on peut percevoir quasi instantanément. Voilà, par exemple une entreprise qui souffre énormément de son poste client puisque ça représente déjà 60% de ses actifs, donc c'est très lourd naturellement,
mais en plus, le million d'euros pratiquement, hein, 0,995 000 euros, qui sont là, représente par rapport au chiffre d'affaires de 2,4 millions, vous voyez, ça représente pratiquement 60%, c'est-à-dire qu'on est, et c'était vrai l'année précédente, encore plus même en période de croissance, il y a une proportionnalité, et donc ça représente 6 à 7 mois de délai de règlement client. Donc il y a un vrai sujet pour cette entreprise du financement de ce poste client, donc très sensible à son BFR, hein, son besoin en fonds de roulement. Et voilà, donc celle-ci peut être intéressante pour lui proposer du factoring, pour lui proposer aussi éventuellement des missions d'optimisation de la structure financière. Et on a tout un tas d'outils pour faire cela. Voilà, donc je ne veux pas aller beaucoup plus loin, j'aurais mille autres choses à vous proposer, et notamment le fait de pouvoir analyser en profondeur avec le service en ligne Nota PME telle ou telle des entreprises avec les diagnostics, les préconisations d'actions à entreprendre, etc. Je pense que pour votre corporation, en quelque sorte, le premier outil qui peut vous être utile et qui peut vous faire gagner, pardon, au contraire, beaucoup de temps, c'est de cibler les entreprises pertinentes et d'éviter de consommer de l'énergie, en quelque sorte, du temps et des risques de ce qu'on appelle vulgairement en commercial un râteau, de passer à côté d'entreprises intéressantes et au contraire de vous intéresser à des entreprises au contraire de peu d'intérêt pour mille raisons que l'on peut discuter ensemble en quelque sorte. Voilà, tout ça s'exprime dans un service en ligne qui s'appelle Safari, qui se déroule en 3 temps, mais on l'a mécaniquement fait. Une première étape, c'est la définition des besoins et la sélection des critères de choix. On teste la pertinence et la volumétrie. Et ensuite, c'est l'écran que je viens de vous montrer, on fait l'analyse entreprise après entreprise. Ça prend 5, 6, 10 secondes pour moi la repérer, quelques instants pour en discuter, retenir ou pas. Et le livrable, bah, c'est la liste de l'ensemble des entreprises qu'on aura retenues ou pas, avec un ensemble d'indicateurs et de ratios qui sont même individuellement notés, vert, orange ou rouge, avec des possibilités de compléter avec l'identité des dirigeants, etc. Voilà, je vais m'en tenir là et peut-être aborder la dimension question-réponse. Alors, je ne sais pas comment j'arrête le partage. Voilà, je l'arrête comme ça. Merci Patrick. On avait une question de Jean-Charles. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la notion de rentabilité et de robustesse? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux? Tout à fait. Alors, je vais assez vite là, bien sûr, je n'ai pas toujours le temps. Alors, bon, rentabilité, bon, il y a solvabilité, rentabilité, solvabilité et robustesse. D'accord? Rentabilité et solvabilité, je pense que ça parle à tout un chacun. La solvabilité, c'est bien sûr l'état de la trésorerie à un instant T, mais c'est aussi les risques de déstabilisation de cette solvabilité du fait, d'une part, d'un besoin en fonds de roulement qui donc est positif, voire fortement positif, et donc très sensible à la croissance, et donc qui pompe de la trésorerie. Et aussi, solvabilité, c'est par rapport au niveau d'endettement et au rythme de remboursement de la dette qui va dégrader en quelque sorte cette solvabilité. La robustesse, c'est plus subtil et plus structurel. C'est pour résumer, c'est l'intensité capitalistique, c'est-à-dire le poids du haut de bilan long terme versus le court terme d'exploitation. Quand on a un long terme, et aussi il y a une dimension qui est le poids du bilan par rapport à l'exploitation, enfin, si le haut de bilan et le bilan lui-même est fort dans la structure financière, l'entreprise est structurellement plus solide. C'est-à-dire que les accidents sur l'exploitation risquent de moins abîmer la structure de l'entreprise. En revanche, si je prendrai un exemple tout bête que certains d'entre vous peuvent connaître, celle d'une agence de voyage
qui peut gérer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec, pour dire simple, un ordinateur et un téléphone, c'est-à-dire une structure de bilan extrêmement faible, la moindre perte sur l'exploitation, donc sur un chiffre d'affaires important, pourra laminer en quelque sorte le bilan et mener l'entreprise au dépôt de bilan en direct. Voilà, donc c'est une mesure de risque aussi sous-jacente. Mais ça, ce sont des choses que j'explique parce que j'ai une très longue expérience et une grande variété de cas de création d'entreprise, de PME, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, C'était oui, Antoine, c'est ça? Jean-Charles nous a dit que Jean-Charles? oui. Jean-Charles, Alors, ok. ces données que vous avez sont pompées à partir d'infogreffes. C'est rentré Oui, automatiquement. Comment ça fonctionne en amont, derrière, si je puis alors dire? très concrètement, nous sommes en partenariat, je l'évoquais rapidement, avec Infogreffe depuis 4 ou 5 ans. Et je note, enfin nous notons, c'est une structure bien sûr, nous notons l'ensemble du 1,5 million de bilans que collectent les greffiers de tribunaux de commerce qui se retrouvent dans les bases d'Infogreffe. D'accord. Et donc j'ai accès à l'intégralité de ces bilans. Il y en a 1,5 million, y compris les confidentiels. Je suis habilité à les traiter. Alors, je n'ai pas voulu insister là-dessus, j'en avais pas trop le temps, mais dans les nuages de points que je présentais, les listes d'entreprises, il y a aussi les confidentiels, sauf qu'on n'a que l'architecture des comptes, mais à la différence de l'entreprise que j'ai analysée, on n'a pas les valeurs, on n'a pas les montants. Mais les représentations graphiques se suffisent très largement avec des pourcentages, en quelque sorte, hein, pour diagnostiquer une entreprise. Voilà. Et donc, voilà, on est l'un des seuls acteurs à ouvrir, parce que bon, il y a Elisphère, il y a Altares, etc., mais qui nécessitent de passer par des abonnements qui sont assez coûteux, à ouvrir l'accès à des comptes confidentiels. Vous ne les trouverez pas sur Papers, vous ne les trouverez pas sur au Cap Financials. Est-ce que j'ai répondu à cet aspect-là qui est Oui. important, bien sûr? Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je ne voudrais pas monopoliser la conversation, et peut-être une question pour Nicolas ou pour vous. Est-ce que, Nicolas, vous travaillez, tu travailles avec un outil comme ça, et est-ce que les banques ont accès à toutes ces données sur les entreprises quand un courtier en financement professionnel vient lui présenter un dossier? Est-ce que la banque a toutes ces informations, ou est-ce que, Nicolas, toi, tu as déjà ces informations sous une forme ou sur une autre? On a un outil Atometrix donc, qui récupère des données statistiques sur le secteur d'activité. Donc, par rapport au code NAF, il y a un compte d'exploitation type avec le BE sur chiffre d'affaires, les effectifs sur chiffre d'affaires. Mais je ne sais pas si cet outil utilise aussi les données non confidentielles. Donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font jouer la clause de confidentialité et les échantillons sont de moins en moins représentatifs. Voilà. Alors, je vous confirme, en fait, la proportion des comptes confidentiels, c'est à peu près les 2 tiers du 1,5 million. Donc, c'est 1 million, en fait, hein. Et les comptes accessibles avec les outils traditionnels, c'est 500 000. Et ça a tendance à se dégrader, comme vous le suggériez il y a un instant. Euh, et donc, bon, nous pouvons présenter sans délivrer les valeurs, si vous voulez, mais on peut les présenter dans le contexte de Safari. Alors, je connais bien Atometrix, qui travaille beaucoup avec les cabinets d'expertise comptable, naturellement, hein, qui font un travail qui est intéressant, mais bon, qui est plutôt centré sur les plus petites entreprises en général, puisque c'est une approche qui est assez macroéconomique locale, si je puis dire les choses ainsi. Bon, ce qui peut être utile, bien sûr, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous euh, ne se contentent pas d'un territoire étroit, en fait, hein. Donc, si on élargit, ça devient moins ciblé en quelque sorte, même si là j'ai pris un exemple un peu particulier sur un seul département.
Mais en fait, ce qu'on va chercher en général, l'idée, en fait, c'est si vous êtes plutôt spécialisé sur le financement du BFR, par exemple, à ce moment-là, on va définir des critères qui sont très liés au délai de règlement client, au stock, etc., etc. D'accord. Euh, et en étant attentif aussi à l'acceptabilité du dossier par les financeurs, d'accord, qui vont passer le dossier à la moulinette, à leur moulinette, naturellement, qui utilisent peu ou prou les mêmes logiques en tout cas, mais nous on va très loin puisque, bon là j'ai pas le temps de vous les montrer, mais je pourrais le faire si certains d'entre vous sont intéressés. Je vais afficher mon QR code dans un instant. Euh, on peut analyser telle ou telle entreprise et donc préparer le dossier en fait, préparer l'argumentaire. Et ceci dans une stratégie d'évolution des financements, pas seulement du court terme, en quelque sorte, mais bien comprendre la capacité qu'aura l'entreprise à se redresser, à assurer une pérennité, en quelque sorte, dans son développement. L'outil permet de déterminer la valeur d'une entreprise. Tout à fait. Alors ça, bon, je ne l'ai pas abordé parce que ce n'est pas forcément le cœur de la problématique, mais bon, je ne l'ai pas dit, je suis membre de la CCEF, la compagnie des conseils experts financiers, plus particulièrement active dans deux commissions, développement, financement d'une part, et évaluation, transmission d'autre part. Et donc, depuis 15 ans, et puis j'enseignais cela à l'ESCP, je suis spécialiste de l'évaluation. Et donc, j'ai modélisé dans Nota PME la valorisation avec, il y a un panier de potentiel d'une vingtaine de méthodes et un système expert parce que je me suis formé à l'intelligence artificielle au milieu des années 80 et il y a un système expert dans Nota PME. Hein. Je n'insiste pas trop là-dessus. Je parle plutôt d'intelligence augmentée, d'ailleurs, plus que d'intelligence artificielle. Et donc, le système retient ou écarte les méthodes pertinentes en fonction de la structure du business model. Hein. Donc, là, il y a tout un travail qui mérite des développements d'explications qui prendraient trop de temps sur l'instant. Mais je vous inviterai à... Je vais vous repartager peut-être mon écran si je le peux pour vous afficher mon... qui doit être ici. Voilà. Mon QR code et n'hésitez pas, voilà. C'est mon Calendly. Bon, je suis sur LinkedIn, hein, et je dois avoir 17 ou 18 000 contacts. Et là, le QR code vous permet de récupérer mon Calendly. Et donc, si vous le souhaitez, on peut passer une heure ensemble. Je vous montrerai un certain nombre de choses. Et si vous le souhaitez, d'ailleurs, on peut traiter un cas. Bon, je ne vous ai pas parlé du business model. On va le voir là. En fait, je facture autant, c'est-à-dire que je facture des tranches de 30 minutes à 90 euros hors taxe la tranche. Et donc, typiquement, il faut une demi-heure, le plus souvent, ça suffit pour définir l'objectif, hein, donc construire la requête, etc. Et ensuite, il faut entre une et deux demi-heures pour analyser ensemble, hein, et j'enregistre en vidéo la session, donc vous pouvez la revisiter ensuite, pour ensemble faire ce screening des entreprises qui ont été présélectionnées, qui sont déjà pertinentes au départ, et, et les retenir. Et donc, le livrable, je le disais, c'est la liste de ces entreprises, en fait, tout simplement. Ça peut permettre donc à nos auditeurs, en vous contactant, d'avoir une estimation de leur entreprise au regard de votre bilan, du bas de bilan. Alors, complètement, bon, ce sont des entreprises de service, hein, le plus souvent, et donc dans l'évaluation d'une entreprise de service telle que les vôtres, l'homme ou l'équipe joue un rôle majeur.
D'accord? Donc, il faut ajouter un certain nombre de correctifs et tout est prévu dans Nota PME pour le faire. Mais ça permet aussi, si vous travaillez sur des missions de M&A, de merger, enfin de fusion-acquisition, hein, ou de transmission d'entreprise, d'une part, ça permet d'évaluer l'entreprise, mais ça permet aussi, le système permet de cibler des entreprises, soit à acquérir, si on est en buy side, comme on dit, soit au contraire des entreprises cibles qui sont susceptibles d'être intéressées pour acquérir le client. Excusez-moi, Voilà. bonjour. Oui, J'ai une question. Si on a des clients du coup qui sont dans le cadre d'une opération type LBO, est-ce qu'ils peuvent vous contacter si on donne vos coordonnées pour voir si la valorisation du vendeur est adaptée ou voilà. complètement, tout à fait, absolument. Donc, Parce donc, qu'après, vous pouvez lui donner un document que nous, on peut transmettre en banque par rapport à la valorisation qui a été faite de la structure départ. absolument, tout à fait. C'est donc sur le site Nota PME, on ouvre ce qu'on appelle le web dossier Nota PME, dans lequel on va charger les bilans. Bon, le plus souvent, bon, s'ils ont été publiés, à ce moment-là, on les charge en direct. On peut aussi les charger à partir des fichiers EDI, TDFC, si ça vous parle des experts comptables qui produisent donc les bilans, ou manuellement. Et donc, dès lors que les comptes ont été introduits, on a pratiquement tous les éléments pour obtenir donc tous les diagnostics, la note et la valo de la boîte. Alors, dans un premier temps, on appelle ça modestement la prévalorisation, parce que pour pouvoir avoir une valo défendable vis-à-vis de la partie adverse et aussi et surtout vis-à-vis de la banque qui va financer la dette d'acquisition, il faut apporter un certain nombre de correctifs, revaloriser des actifs, se mettre à la rentabilité normative, gommer des événements exceptionnels, etc., etc., pour pouvoir sortir une valeur fiable et acceptable par toutes les parties. Parce que valeur et prix, vous savez sans doute, sont deux choses différentes. Mm. Hein. Mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez communiquer nos coordonnées, bien sûr, avec grand plaisir. Merci. Et j'ai une dernière question par rapport, enfin moi je vois ce qui me manque souvent dans l'analyse, c'est les enconfibènes. Est-ce que vous les avez également? Alors, je ne l'ai pas. Vous savez que les notes et les données de FIBEN ne sont accessibles qu'à l'entreprise elle-même, d'une Mhm. part, et à tout le contexte, tout l'écosystème bancaire et financier, c'est-à-dire les banques, les assureurs crédits, les plateformes de crowdfunding, etc. Et donc, moi, je ne les ai pas. Mais ce que j'ai fait, c'est avec des analyses historiques, notamment, j'ai regardé l'évolution de la cotation Banque de France en parallèle avec l'évolution de la notation de Nota PME, ceci sur un grand nombre d'années. J'ai fait des corrélations et dans les rapports diagnostiques que nous sortons, nous estimons ce que devrait être la cotation Banque de France. Et donc, ça permet, de manière très argumentée, ça permet d'éventuellement challenger en quelque sorte et obtenir une modification de la cotation Banque de France, puisque la Banque de France le dit, on est prêt à modifier cette note sur la base d'éléments nouveaux. Mm. Voilà, et c'est utilisé par nos clients, pas toujours, mais régulièrement pour contester en fait. Hein. Bon, alors, c'est pas gagnant à tous les coups. Mais ça permet le plus souvent quand même de faire bouger les lignes de crédit, comme j'aime à dire. Ok, merci. Compris. C'était passionnant. On peut agir avec des bons outils. Absolument, tout à fait. Mais justement, je crois que l'importance, et c'est ce sur quoi je travaille depuis plusieurs décennies, c'est d'apporter les explications et, et la pédagogie autour de la note. La note, en fait, c'est une tête de gondole, en quelque sorte. C'est le point de départ, mais l'important, c'est d'expliquer la note.
Et les banques, les assureurs de crédit, la cotation Banque de France n'expliquent pas la note, hein. Et c'est un point sur lequel dont j'ai pris conscience au début des années 80, pour remonter, à la suite d'une thèse que j'ai soutenue à Dauphine, en disant, mais il faut construire une note qui soit fiable, parce que les notes ne sont pas fiables souvent. Et j'ai fait pas mal de benchmarks avec COFAS et avec d'autres et démontrer tous les cas de figure où la note, en fait, est à côté de la plaque, véritablement. Donc, construire une note fiable et démontrer et expliquer pour, au fond, à la fois se défendre et puis surtout en miroir, aider les entreprises à comprendre quelles sont les faiblesses de leur business model. Et on va jusqu'à préconiser les actions à entreprendre pour rehausser la situation. Et à l'occasion, d'ailleurs, rehausser la valo. Parce que j'ai un slogan, notation, évaluation, même combat. Si j'améliore ma note, j'améliore la valo de ma boîte, et réciproquement. Parce que ce sont deux métriques distinctes d'une même réalité économique. Vous voyez. Donc on va jusqu'au bout de la logique, hein, c'est-à-dire que, et on va jusqu'à la stratégie en fait. Bien, eh bien, Patrick, merci. Merci à Voilà, tous. On a tenu le timing d'une heure. tout à fait. Vous avez les coordonnées de Patrick si vous souhaitez avancer plus sur ce sujet. Courtensia, ben, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas, avis Google, LinkedIn.